Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un talk sur la grossesse, sur les six alliés le jour J pour l'accouchement. Je suis Anaïs, je suis responsable communication chez Éveil et Conseil. On a avec nous comme professionnelle de santé Alexia, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes, merci Anaïs. Donc moi je suis Alexia et je suis une des kinésithérapeutes de l'équipe Éveil et Conseil. Donc moi j'ai exercé dans différentes structures et ma spécialité c'est vraiment l'accompagnement de la femme en périnatalité. Donc voilà, Voilà, si vous avez des questions durant le talk, n'hésitez pas. Notre y répondra. avec Pendant plaisir. la présentation ou à la fin. Ou si vous avez des retours pour qu'on puisse s'améliorer, n'hésitez pas aussi. Et on va commencer. Super. Et bien donc on est ravis de vous accueillir sur ce troisième petit talk de la semaine dédié à la grossesse. Alors, donc aujourd'hui, on va voir ensemble, excusez-moi, on va voir les six alliés d'une naissance sereine le jour J. Donc, juste un petit rappel, on a créé avec tous les professionnels de santé, d'éveil et conseil une frise du développement qui est téléchargeable, je crois, sur notre site internet. C'est ça, Naïs? Site internet, vous avez aussi le lien dans la biographie Instagram. Et sur notre application, elle est aussi interactive, donc vous pouvez valider la compétence. Voilà, et l'idée en fait, c'est d'avoir des repères fiables pour un petit peu situer le développement de votre bébé. Donc ça, c'est la frise de 0 à 3 ans. Et je crois qu'on vous a mis derrière les QR codes si vous souhaitez scanner donc notre application. Je ne sais pas si tu veux dire un ou deux mots, Anaïs, dessus. Non, pas Non? nécessairement, mais vous pouvez scanner. Et sinon, après, si vous pouvez pas scanner actuellement, sur Instagram, vous avez le lien de l'application. Et voilà. Et, voilà. Et le QR code aussi pour notre Ouais. frise du développement. Donc n'hésitez pas à aller chercher cette ressource qui est vraiment super chouette. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble euh, durant une petite heure comment favoriser la physiologie de votre accouchement grâce à votre corps, votre souffle et votre environnement. Alors, j'ai une question à vous poser avant de commencer. J'en ai même deux. N'hésitez pas à mettre dans le chat la première question, dans quelle phase êtes-vous? Donc, vous mettez A si vous avez un projet de grossesse. Vous mettez B si vous êtes dans votre premier trimestre de grossesse. C si vous êtes dans votre deuxième. Et D si vous êtes dans votre troisième. N'hésitez pas à nous dire, ça me permet un petit peu aussi comment dire, d'adapter ma présentation à votre stade de grossesse. Alors, on a une réponse B. B, donc premier trimestre pour Soline, Élise et Florence. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. J'attends juste une petite seconde. Florence D, d'accord, donc premier et troisième trimestre. Et c'est OK. Et ben on a tous les trimestres. Je vois qu'Élise a déjà répondu aussi à la deuxième question. Avez-vous pensé écrire où écrit un projet de naissance? Vous mettez A si c'est oui, B si c'est non, C si vous y pensez, mais c'est pas encore fait. Donc Élise y pense, mais ce n'est pas encore fait. Florence, oui, et Soline, non. Et ben c'est super. On a toutes les différentes situations. Eh ben, j'espère que cette présentation va vous aider à avoir un projet de naissance un petit peu plus précis, si c'est pas encore le cas. N'hésitez pas et prenez quelques secondes là pour prendre de quoi noter, si vous avez un petit carnet, une feuille, un stylo, parce que au fur et à mesure de la présentation, peut-être qu'il y a des choses où vous allez vous dire oui, oui, moi ça je veux absolument, ou au contraire je veux pas du tout. Et donc ça peut vous aider après à concrétiser vraiment ce projet, à le formaliser par écrit si vous le souhaitez. Donc on commence. Alors, donc, on vous a parlé de six précieux alliés le jour J. C'est un titre qui peut interroger. On a envie de savoir quels sont ces six précieux alliés. Déjà, je souhaite vous dire que c'est pas des choses absolument
extravagantes qui vont vous coûter de l'argent ou qu'il faut absolument aller dénicher dans un endroit spécifique. Vous allez voir, c'est des choses très simples que vous avez toutes, j'imagine, à la maison, que vous pouvez vous procurer assez facilement. Euh, donc le premier allié du jour J, ça peut paraître bateau, mais c'est pour moi absolument indispensable. C'est vraiment votre état d'esprit et votre confiance en vous. En vous, en vos capacités et en votre corps. Et ça ne coûte rien de manière financière, on va dire. Mais c'est absolument essentiel de cultiver un état d'esprit positif, une confiance en vous et en votre corps. C'est absolument essentiel. J'aime à rappeler à chaque fois aux femmes que j'accompagne. J'aime leur dire que l'équipe soignante a des connaissances certaines, et ça, on ne reviendra pas dessus, sur le corps de la femme en règle générale. C'est ce qu'on apprend dans nos études, qu'on soit gynécologue, sage-femme, kiné spécialisé en périnatalité. On apprend plein de choses théoriques et physiologiques sur le corps de la femme, mais vous êtes les mieux placés pour connaître votre propre corps et pour connaître votre bébé. Donc vraiment, gardez en tête que l'équipe médicale au sens large a des connaissances et ça, on ne retirera jamais ces connaissances-là. Mais vous aussi, vous en avez et c'est vraiment au même niveau. Ne pensez pas que l'équipe sait mieux ou sait plus que vous, puisqu'elle connaît le corps de la femme, mais elle ne connaît pas votre corps à vous. Et vous allez ressentir plein de choses. Et ça, vous êtes la mieux placée pour interpréter tous les signaux que votre corps et ou votre bébé vont vous envoyer. Donc vraiment, soyez certaine de votre puissance à vous et de votre capacité à accompagner votre corps à donner naissance et à accompagner votre bébé à naître. N'hésitez pas à me dire dans le chat si ça vous parle ou pas du tout. Il y a souvent ce syndrome un petit peu de la blouse blanche, que ce soit d'ailleurs lors d'un accouchement, lors d'une naissance ou dans un autre contexte. Mais voilà, on peut penser que l'équipe, c'est mieux que nous. Et alors, dans certains cas, peut-être, mais en tout cas, le jour de votre accouchement, euh, non, vous savez au même titre qu'elle. Donc, après ce premier allié qui va être votre état d'esprit et votre confiance qui doit être positive, le deuxième allié, c'est vraiment votre bulle d'amour. Alors, qu'est-ce que j'entends par la bulle d'amour? Là, je vais vous énoncer quelques principes et vous allez voir qu'après, on va rentrer un petit peu plus en détail. Pour donner naissance le plus sereinement et le plus naturellement possible, il est absolument essentiel que vous vous sentiez comme à la maison. Que vous soyez à la maison si vous décidez d'accoucher à domicile ou que vous soyez en clinique ou en hôpital, peu importe. Mais c'est vraiment essentiel de faire en sorte que votre environnement puisse vous permettre de vous sentir comme à la maison. Donc ça va passer par un environnement qui va être calme, intime et sécure. Réduire au maximum, pardon, les stimulations inutiles. Et là, l'accompagnant va avoir un rôle essentiel. Je ne sais pas si à côté de vous, durant cette présentation, vous avez la personne qui va vous accompagner le jour J, mais si c'est le cas, mettez le son pour qu'elle puisse entendre et écouter tout ça. Donc l'accompagnant, ça peut être le coparent. Ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre cercle amical, ou ça peut être tout simplement la sage-femme qui va être là le jour J. Et en fait, cet accompagnant, il va vraiment vous permettre de rester en connexion avec votre bébé et avec vos sensations corporelles en justement ayant ce rôle de réducteur, on va dire, de toutes les stimulations extérieures qui sont pas utiles pour vous, qui peuvent être utiles pour le déroulé de la naissance, mais qui ne, dans la mesure du possible, qui doivent le moins possible arriver jusqu'à vous, maman, qui allez donc donner naissance. Dans votre bulle d'amour, vous devez avoir un maximum d'amour. Donc, voilà, ça peut se manifester par plein de choses, on va voir après. Gardez vraiment en tête que toutes les femelles mammifères de notre monde se préparent à la naissance en trouvant un endroit calme, sombre,
souvent éloignées du bruit ambiant, où elles se sentent en sécurité. Si vous regardez vraiment toutes les femelles mammifères qui nous entourent, ça peut être des animaux domestiques que vous avez ou même dans la nature, bah, la femelle, elle va toujours aller chercher, je pense par exemple à la femelle éléphant, mais même des petits mammifères qu'on peut avoir à la maison, des petits rongeurs, des petites choses comme ça, par exemple, on voit quand la femelle va donner naissance, elle va se créer un petit cocon, elle va s'isoler naturellement pour donner naissance. Il y a une sage-femme qui s'appelle Ruth, qui est sage-femme et doula, et qui a écrit un livre absolument merveilleux que j'ai pris à côté de moi pour vous le partager. Ça s'appelle Les besoins essentiels d'une femme qui accouche. C'est un tout petit livre, il doit faire 30 pages, même pas, vous voyez, c'est tout petit, mais elle dit plein de choses, des choses pleines de bon sens. Et dans son livre, il y a une phrase qui est assez marquante. D'ailleurs, elle commence le livre par cette phrase-là. Elle dit, commencer le travail, c'est comme sombrer dans le sommeil. Et tous les jours, toutes, on sombre dans le sommeil et on se rend bien compte que pour accéder à cet état-là, on a besoin de se sentir en sécurité dans un lieu familier ou intime et d'avoir relativement chaud. Dites-vous, posez-vous la question, est-ce que vous arriveriez à vous endormir dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout, ouvert au monde? Où il fait froid, et ben non, en général, on aime bien être chez nous ou dans un autre lieu familier, dans notre lit, parce que le sommeil, c'est vraiment un état particulier et pour y rentrer, il faut avoir un ensemble de conditions qui est réuni. Et naissance et sommeil sont vraiment deux états relativement similaires qui ne peuvent pas être forcés. Euh, on a tous expérimenté ça un jour. Un soir, on voit l'heure qui tourne, on est fatigué, on sait que le lendemain, on a un rendez-vous super important et qu'il faut absolument qu'on dorme pour être en forme le lendemain. Et on a beau faire tout ce qu'on veut, on peut pas, en un claquement de doigts, décider de s'endormir, même si parfois on aimerait. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas, sur commande, s'endormir. Il faut vraiment qu'un ensemble de conditions soient réunies. Par contre, à l'inverse, on peut assez facilement être empêché de dormir, c'est-à-dire que le sommeil peut être facilement perturbé. Justement, si l'environnement n'est pas là, si on a des lumières qui vont trop nous solliciter, si on entend un bruit bizarre dans notre maison. Pareil, je pense que vous avez tout expérimenté, vous êtes toute seule chez vous un soir, vous êtes fatigué, il est l'heure de dormir, et là vous entendez un bruit que vous ne connaissez pas. Et ça va complètement arrêter votre processus de sommeil. Tant que vous n'allez pas avoir découvert ce que c'est ce bruit, et ben, ça va être très difficile de replonger dans une phase de sommeil. Et ben, lors de la naissance, c'est exactement pareil. On ne peut pas forcer. Par contre, ça peut être très vite perturbé. Et le rôle de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre quels sont les mécanismes qui vont favoriser la naissance pour vous aider à mieux, alors j'ai mis le mot fuir, c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas à vous éloigner le plus possible de ceux qui peuvent perturber la naissance. Alors je sais parmi vous, je ne sais pas s'il il me semble pas, mais s'il y en a qui ont assisté à ma présentation de lundi, c'était sur comment soulager et comment préparer au mieux son corps à la naissance. Et durant cette présentation, on a parlé des hormones de la grossesse. Et il y a une hormone de la grossesse qui est importantes. Elles le sont toutes, mais en tout cas aujourd'hui j'ai décidé de faire le focus sur celle-ci. C'est l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est une hormone qui est absolument merveilleuse à plein d'égards, mais qui est timide. C'est-à-dire qu'elle va être sécrétée quand on se sent en sécurité, quand on est en confiance. Euh, Par contre, elle va être sécrétée si on se sent bien, mais en gros, elle va diminuer, elle va être moins sécrétée quand notre néocortex est activé. Le néocortex, c'est la partie avant de notre cerveau, c'est, on va dire, la partie pensante de notre cerveau. On a toutes expérimenté ça un jour, un jour. Vous êtes dans une situation intime avec, par exemple, votre conjoint ou votre conjointe. Là, vous êtes bien et d'un coup, donc tout est propice pour avoir un moment vraiment d'intimité. Et d'un coup, vous pensez à ce que vous avez oublié de faire aujourd'hui ou ce qu'il faut absolument que vous rajoutiez sur la liste des courses ou cette machine que vous avez lancée mais que vous avez oublié d'aller mettre au sèche-linge. Et là, bah, ce moment d'intimité est complètement stoppé
parce qu'en fait, vous avez activé cette partie pensante de votre cerveau. Et donc, vous pouvez plus. Ou alors, il va falloir un petit temps pour que vous reveniez dans cette intimité. Et ben ça, c'est vraiment la situation typique de l'ocytocine qui commence à se sécréter parce qu'on est bien, on est en confiance. Et puis d'un coup, le néocortex qui s'active. Et puis, il y a plus, en tout cas, l'ocytocine s'arrête de sécréter d'être sécrétée. Pareil, l'ocytocine diminue sa sécrétion quand on a peur, quand on est stressé, quand on est anxieux et quand on a froid. Donc ça, c'est pour l'ocytocine. Et on va dire son pendant à cette ocytocine, c'est l'adrénaline. Donc là, l'adrénaline, c'est l'hormone du combat, de l'effroi. Alors ça fait un peu peur comme ça, mais c'est une hormone qui est absolument essentielle. Euh, le jour où vous êtes dans une situation détendue et que d'un coup, vous entendez un bruit qui vous est pas familier ou qui semble vous mettre en danger, et ben votre situation de relaxation va s'arrêter immédiatement. Vous allez bondir de votre lit ou de votre canapé pour aller voir ce qui se passe. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et là où l'ocytocine est une hormone de l'amour timide, et ben l'adrénaline, qui est cette hormone du combat, c'est une hormone qui est extrêmement contagieuse. Quand vous avez une personne anxieuse qui se trouve dans votre pièce, et ben naturellement, par plein de mécanismes, vous allez vous aussi sécréter de l'adrénaline. Au quotidien, c'est vous êtes, tout va bien chez vous, et d'un coup, vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui se met à bondir parce que, je sais pas, il y a un truc qui lui a fait peur et ben vous, tout de suite, vous allez aussi sécréter cette adrénaline parce que qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le jour J, le jour de la naissance, une hormone qui peut arrêter, voire rendre un travail plus long. Et donc il y a des choses que vous pouvez faire, on va en discuter après, euh, pour ne pas être contaminé, entre guillemets, par ces hormones, cette hormone qui est l'adrénaline, mais qui va être sécrétée par quelqu'un de votre entourage, que vous ne sécrétez pas forcément, mais que vous allez indirectement avoir envie de sécréter. Concrètement, le jour J, je pense que vous avez tout entendu des femmes de votre entourage ou peut-être vécu un travail qui se passe, qui se déclenche, qui se passe bien. Vous êtes à la maison, super. Il est temps de partir à la maternité parce que tout se déroule vraiment super bien. Et là, vous arrivez à la maternité et la sage-femme vous dit, bah, je comprends pas. Votre travail s'est arrêté. Et bah oui, tout simplement parce que vous étiez dans un environnement qui était familier chez vous, vous sentiez bien. Et là, vous arrivez dans une maternité avec des lumières qui peuvent être parfois agressives, du monde, une appréhension, forcément, une certaine anxiété d'être dans un milieu que vous ne connaissez pas ou peu. Et donc, voilà, votre corps se met un petit peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc peut sécréter de l'adrénaline, ce qui va diminuer la sécrétion d'ocytocine et donc qui peut ralentir le travail. Donc par rapport à votre bulle d'amour, je vous ai dit qu'on allait détailler un petit peu plus. Et en fait, il y a trois points que je veux qu'on voit dans la bulle d'amour. Il y a votre environnement qui est vraiment un environnement externe à vous. C'est tout ce qui va se passer autour sur lequel vous pouvez avoir d'impact, mais qui n'est pas sous votre contrôle à 100%. Ensuite, vous avez un environnement qui est plus intime, donc qui est toujours extérieur à vous, mais qui est vraiment dans votre bulle plus intime, où là, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'impact direct. Et le troisième pilier de votre bulle d'amour, j'ai des petits ballons, ça va être vraiment ce qui se passe dans votre tête. Donc, on va commencer par ce qui est le plus externe à vous, c'est vraiment votre environnement. Donc, vous allez arriver dans un environnement en fonction de là où vous avez choisi de donner naissance, qui va avoir ses propres codes. Votre rôle avec votre accompagnant, ça va être au maximum de recréer un environnement serein, intime, calme et sécuritaire. Donc là où vous allez être, on vous invite à mettre une lumière tamisée. Vous pouvez amener des petites bougies, alors pas des vraies bougies qui s'allument avec un briquet parce que voilà, il y a toujours un risque, un risque. Donc, s'il faut que vous soyez vigilante à ce que ça prenne pas feu, voilà, c'est votre néocortex va trop s'activer. Mais maintenant, il existe des petites bougies vous savez, avec des LED. Donc, vous enclenchez la LED et puis ça fait un environnement tamisé sans pour autant avoir à surveiller la flamme. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez bien sûr anticiper, prendre voilà, une petite lumière tamisée ou des LED chez vous.
Vous pouvez mettre une musique qui vous apaise et qui vous détend. Donc ça, maintenant, c'est assez simplement, avec votre iPhone, vous créez durant votre grossesse une playlist qui vous est agréable, qui vous détend. Et puis le jour J, votre accompagnant peut décider de la mettre, de la déclencher. N'hésitez pas à, si vous avez envie bien sûr, de vous préparer des objets réconfortants. Ça peut être des photos, un souvenir, ça peut être des mantras aussi que vous préparez. Donc des mantras, c'est des phrases en fait qui peuvent vous aider le jour J. Ça peut être par exemple, je suis forte et confiante, mon corps s'est donné naissance, chaque contraction me rapproche un peu plus de mon bébé. Voilà, une ou deux. Ça peut être, on va dire, entre une et trois phrases que vous préparez, que vous pouvez même plastifier et mettre peut-être dans la pièce où vous allez donner naissance, mais qui vont vraiment vous aider. Et par rapport aux photos ou souvenirs, bah, ça peut être une image qui vous réconforte. Ça peut être une image imaginaire, donc je sais pas, une plage par exemple sur laquelle vous pouvez vous imaginer au moment où le travail va commencer, ou alors une photo bah, de votre bébé à venir, par exemple l'échographie. Et puis vous savez qu'à chaque contraction, bah, vous vous rapprochez un petit peu plus de ce bébé à naître. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez vraiment préparer en amont. N'hésitez pas à faire le plein aussi de coussins. Vous pouvez prendre votre coussin d'allaitement ou il y a d'autres coussins, on en parlera après, ce type de coussin un petit peu de galette pour améliorer votre confort le jour J. Préparez ou voyez avec l'équipe si c'est possible d'avoir des sources de chaleur. Donc, est-ce qu'il y a un bain dans la maternité où vous allez donner naissance? Est-ce que vous pouvez vous ramener des bouillottes, par exemple une bouillotte sèche à mettre au micro-ondes? Est-ce que l'équipe a des poches d'eau chaude directement sur place? Est-ce que vous pouvez, ou est-ce que l'équipe a des huiles de massage que vous pouvez préchauffer? Pour masser, pour votre accompagnant, par exemple, vous masse le bas du dos. Voilà, donc après, il y a plein de sources de chaleur. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Et faire en sorte, et ça va être surtout le rôle de votre accompagnant, qu'il n'y ait pas, sauf si vous, ça vous dérange pas, bien évidemment, mais si vous souhaitez qu'il n'y en ait pas, c'est bien d'en informer l'équipe, qu'il n'y ait pas d'observateurs extérieurs, des étudiants qui peuvent euh, voilà, prendre des photos, des vidéos pour leur mémoire ou quoi, mais qui peuvent perturber votre environnement. Euh, voilà. Et tout cet environnement donc serein, intime et calme va être nécessaire en fait pour permettre au réflexe d'éjection du fœtus. Donc c'est un réflexe que vous allez avoir au moment où votre bébé va naître. Et ça va aider aussi à la sécrétion d'ocytocine avec tous les effets positifs qu'on a vus de l'ocytocine sur les diapos précédentes. Donc le premier pilier, c'était votre environnement externe. Ensuite, vous allez avoir ce qui est le plus interne à vous, c'est votre cerveau, ce qui se passe dans votre tête. Et c'est là que je vous disais que c'est important de mettre votre cerveau pensant au repos. Donc le thème scientifique, c'est le néocortex, mais bon, on s'en fiche, il n'y a pas besoin de vous souvenir de ça. Mais en tout cas, ça va être important, et ça, le partenaire va avoir un rôle primordial de réduire toutes les stimulations inutiles. Donc, d'enlever, ou en tout cas que vous n'ayez pas, vous, à vous soucier de tout ce qui va vous donner des notions temporelles, donc l'horloge, le moniteur, voilà, tout ça, il faut mettre de côté. C'est pas à vous de regarder. Par exemple, je ne sais pas si sa femme vous donne une consigne, appelez-moi dans 10 minutes, je vous dis absolument une bêtise. Mais c'est bien que ce soit votre accompagnant qui surveille ces 10 minutes et que vous soyez vraiment dans votre petite bulle. Sinon, c'est vraiment le néocortex qui va s'activer pour vérifier que les 10 minutes sont écoulées. Ne pas répondre directement aux questions administratives. Donc ça, c'est bien que votre accompagnant soit au fait de tout ça. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, voilà, parce que la sage-femme ou l'équipe va avoir besoin de ces infos-là. Et donc, bah, c'est bien que ce soit votre accompagnant qui réponde à tout ça et que ce soit pas à vous, même si c'est des infos que vous connaissez absolument par cœur, votre nom, prénom, quoi, tout votre état civil. Mais voilà, le jour J. Moins vous aurez à penser à toutes ces questions administratives, mieux ce sera pour vous. Que vous n'ayez pas non plus à avoir besoin d'expliquer vos envies, vos besoins, vos choix, d'où l'intérêt d'un projet de naissance et surtout d'en avoir informé soit l'équipe au préalable, soit les deux dans l'idéal, c'est top, et votre accompagnant, parce que c'est pas à vous le jour J d'avoir à justifier ou d'avoir à expliquer ce que vous souhaitez, parce qu'encore une fois, ça va vous sortir de votre état, de votre bulle.
Donc l'accompagnant, il est vraiment là, lui, le jour J, pour faire le lien avec l'équipe soignante. Et il y a besoin d'en parler au maximum en couple en amont. Et de pas avoir aussi à gérer l'ambiance musicale, la sono, comme dans un mariage où c'est pas les mariés qui vont aller mettre la playlist. Et ben le jour J, c'est exactement la même chose. Après, vous pouvez très bien faire un signe à votre accompagnant, j'aimerais bien que tu mettes la musique. Mais après, aller dans le téléphone, rechercher sur Spotify ou sur Deezer ou peu importe votre plateforme d'écoute, la playlist, c'est bien que ce soit l'accompagnant. Bref. L'idée, c'est que vous n'ayez rien à penser ou à faire, mais vraiment d'être ici et maintenant dans votre corps et en connexion avec votre bébé. Le troisième pilier de votre bulle, c'est de faire le plein de tendresse et d'amour. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est l'environnement qui est, on va dire, un petit peu extérieur à vous, mais qui pour autant fait partie de votre espace intime. Donc c'est vraiment entre le pilier 1, l'environnement très externe, et le pilier 2 qu'on a vu, se passe dans votre tête. Entre les deux, il y a vraiment cette zone d'intimité. Et donc ça, c'est important que ce soit vraiment source de tendresse et de beaucoup d'amour. Si c'est votre conjoint, donc de vous embrasser au maximum si vous en avez l'envie, bien évidemment, d'entendre ou de dire des mots d'amour. Si c'est pas votre partenaire de vie, que c'est quelqu'un de votre cercle familial ou amical, il y a quand même beaucoup d'amour, j'imagine, entre vous. Donc, se dire des choses encourageantes aide et ça peut être des caresses tendres. Parfois, le jour J, on n'a pas forcément envie d'être touché, mais ça peut être plein d'autres signes. Après, c'est à vous de voir avec avec l'accompagnant, qu'est-ce qui peut être mis en place pour que vous vous sentiez soutenu et aimé le jour J. Et ça peut être écouter des musiques ou des mantras powerful. Donc après, vous pouvez en trouver plein sur Internet. Choisissez vraiment les phrases qui vous parlent. Il y a des phrases très spirituelles, d'autres beaucoup moins, beaucoup plus concrètes. Et c'est vrai qu'en fonction des femmes, il y a des phrases qui vont plus nous parler que d'autres. Et elles sont pas mieux que d'autres, mais en tout cas, prenez celles qui vous parlent à vous. Donc là, on a vu le deuxième, comment dire, le deuxième allié de la naissance qui est votre bulle de bonheur et d'amour. Et, ah oui, excusez-moi, avant, il y a une phrase que Bernadette de Gasquet dit souvent dans ses ouvrages. Donc Bernadette de Gasquet, c'est une médecin qui a beaucoup travaillé pour les, autour de la physiologie du corps de la femme le jour J. Et donc, ce qu'elle dit, plus votre accompagnant vous donnera les moyens de lâcher prise, d'oublier votre environnement, plus il vous protégera et plus il potentialisera vos compétences. C'est vrai que souvent, les accompagnants, le jour J, sont un peu perdus, savent pas comment ils peuvent aider la maman. Et en fait, en étant là et en servant un petit peu de garde-fou à la maman, et ben en fait, c'est une aide absolument précieuse. Et ça va permettre à la maman de se focaliser sur ce que son corps est en train de faire et ce que son bébé est en train de faire. Le troisième allié du jour J, c'est la gravité. Attendez, je vais regarder un petit peu dans le chat si vous avez des questions, des remarques, des interrogations. Non, j'ai pas l'impression. Je prends un petit peu d'eau. Donc le troisième allié, la gravité. Favoriser au maximum la gravité et la verticalité. Euh, Ça va beaucoup vous aider et ça va permettre à votre bébé de se rapprocher un peu plus de vous. Pourquoi et comment la gravité est un allié? En fait, la gravité, donc le fait de permettre à la gravité de s'exercer sur votre corps, donc c'est surtout d'être debout, assise et ou en position quatre pattes, ça va favoriser la progression de votre bébé et ça va favoriser la dilatation du col grâce à une pression. Donc là, j'ai mis de la tête de votre bébé. Après, je ne sais pas dans quelle position va être votre bébé le jour J, mais en tout cas, il va y avoir une pression sur votre col euh, de l'utérus. Je vais vous montrer grâce à mon bassin. Et cette pression va être, comment dire, positive. En fait, vous allez avoir. Donc là, c'est un utérus d'une femme qui n'est pas enceinte. Donc, il faut imaginer que votre utérus, il est beaucoup plus conséquent puisque vous avez votre bébé à l'intérieur. Donc, vous avez votre bébé. Plus vous allez être debout, plus la pesanteur va
s'exercer. Donc votre bébé va avoir tendance à aller vers le bas et donc va venir exercer une pression ici au niveau de votre col utérin. Si vous êtes en position allongée, comme ceci, bah, la gravité va s'exercer plutôt vers l'arrière, vers votre dos, et donc il y aura moins cette pression ici. Hop. Alors, comment utiliser la gravité le jour J? J'ai essayé de vous faire ça de manière assez simplifiée. Comme ça, si vous avez envie de prendre des photos ou de noter des petites choses, vous pouvez vous faire un petit cahier pour le jour J. En tout cas, pendant les contractions, vous allez pouvoir utiliser donc des postures comme celle que vous voyez tout à gauche ici. Donc là, j'utilise un rebozo, donc c'est un tissu, mais vous pouvez utiliser une sangle, vous pouvez utiliser un grand châle ou un grand un grand paréo, voilà, que votre partenaire peut mettre autour de ses épaules et sur lequel vous allez pouvoir venir vous suspendre. Dans certaines maternités, il y a de quoi suspendre, mais s'il n'y a pas dans la vôtre, et ben, en prenant un grand châle ou un grand paréo, et en utilisant votre partenaire, et ben, vous pouvez avoir le même effet donc de vous suspendre. Et donc là, ça permet d'ouvrir au niveau de votre bassin et la gravité s'exerce et votre bébé va avoir tendance à aller vers le bas et donc ça va venir appuyer sur votre col de l'utérus. Là, je vous ai mis d'autres postures en fonction de votre état physique, de votre état de fatigue lors du travail. Vous pouvez aussi utiliser un coussin d'allaitement et ou un ballon. Vous voyez sur la première image ici, j'ai le coussin d'allaitement qui est au niveau de mon périnée. C'est très agréable d'avoir une pression lorsque vous avez des contractions, d'avoir une pression au niveau du périnée. Ça, voilà, c'est une sensation qui est très agréable. Et donc là, on a la gravité qui s'exerce, on a mon périnée qui est soutenu et en plus, j'ai le haut du corps qui est relâché sur le ballon. Et en plus, ça permet à mon partenaire de me bercer un petit peu. Voilà, et moi, j'ai pas besoin de contrôler, on va dire, mon corps parce que je suis complètement relâchée à la fois sur le coussin d'allaitement et à la fois sur le ballon. Au milieu, là, il y a une autre posture où là, on est assis sur le ballon. Donc, encore une fois, on a une pression qui s'exerce sur le périnée, donc c'est très agréable. Et on peut se suspendre un petit peu au cou de notre partenaire. Et ce mouvement de suspension, ça va favoriser la descente de votre bébé aussi. Et en plus, je peux, si je le souhaite, rebondir sur le ballon. Le partenaire peut me bercer un petit peu. Donc vraiment, on peut faire pas mal de choses. Donc là, c'est au moment de la contraction. Mais si vous êtes très bien dans cette position-là, quand la contraction est passée, vous pouvez très bien vous relâcher complètement sur votre partenaire et votre partenaire peut vous bercer, il peut vous masser le bas du dos puisqu'il a les mains qui sont complètement libres et c'est très facile d'accéder à vos lombaires ou d'ailleurs au haut du dos si vous avez envie d'être massé au niveau du haut du dos. Et la troisième position que je vous ai mis, donc là, vous êtes toujours assis sur le coussin d'allaitement, donc vous avez toujours cette pression au niveau périnéal. Vous avez toujours la gravité qui aide votre bébé à progresser. Et là, c'est votre partenaire qui est assis sur le ballon, qui peut aussi rebondir, qui peut lui se bercer. Et donc, ça va induire un bercement pour vous. Et donc, en fait, toutes ces positions-là sont des positions alternatives à d'autres positions souvent on s'imagine dans l'imaginaire commun, on se voit sur le dos, les pieds sur les étriers. Mais il y a plein d'autres positions possibles parce que sur le dos, le pied sur les étriers, bah, vous n'avez pas la gravité qui aide votre bébé dans cette position-là. Vous avez, si vous avez une péridurale qui vous permet pas du tout de bouger, bah, ces positions-là seront pas possibles. Mais si vous avez une péridurale ambulatoire, donc qui va vraiment agir sur votre sensation douloureuse, mais qui permet, qui n'anesthésie pas en fait vos muscles de manière assez schématique, vous pouvez même en restant sur la table d'accouchement vous mettre par exemple dans cette position-là. Et vous pouvez très bien redresser, donc vous avez votre table d'accouchement, vous redressez, vous n'êtes pas obligé de mettre le ballon du tout, vous pouvez redresser le dossier et votre partenaire peut vous aider à venir positionner le coussin d'allaitement, donc
comme ici, et vous êtes reposé complètement sur la table d'accouchement. Donc, vous êtes sur la table d'accouchement, vous n'avez pas besoin d'être en appui sur vos jambes, même si normalement les péridurales ambulatoires permettent ça, mais si vous préférez être vraiment sur le lit, et ben vous avez quand même la gravité qui vous aide et vous n'avez pas à porter le poids de votre corps entier. Donc là, je vous ai mis d'autres postures pendant les contractions, mais au final, vous pourriez aussi... attendez, excusez-moi. Non, excusez-moi, c'est toujours une position donc, pendant les contractions, mais vous pourriez aussi l'utiliser entre les contractions. Mais là, vous êtes... donc là, il faut avoir quand même un peu plus de force dans les jambes. Vous êtes assis sur la jambe de votre accompagnant. Donc, vous avez toujours cette pression au niveau du périnée qui est très agréable. En plus, votre accompagnant peut venir exercer une pression sur votre sacrum au moment des contractions. C'est également très agréable. Et vous, donc, vous êtes contre un mur. Vous voyez, il n'y a pas besoin de matériel. Donc, vous êtes en étirement un petit peu, ouais, en étirement de la colonne vertébrale. Donc, ça, c'est très favorable pour la progression de votre bébé. En plus, vous avez la gravité qui s'exerce, vous avez votre partenaire qui peut venir appuyer pour soulager au niveau de votre sacrum, vous avez sa jambe qui exerce une pression sur votre périnée. Donc voilà, vous avez plein d'effets positifs sans matériel. Et là, une autre position, donc là, ça nécessite d'avoir un ballon. Vous êtes vous assis sur le ballon, donc toujours cette pression au niveau du périnée qui est très agréable. Votre partenaire qui est derrière, qui peut venir exercer cette pression au niveau du, du sacrum. Et puis vous, vous êtes reposé. Donc pareil, vous avez toujours la gravité qui s'exerce. Vous avez le dos qui est au maximum étiré. Vous poussez légèrement sur vos jambes. Donc en fait, tout ça ça va mettre votre corps dans une bonne position pour que votre bébé se positionne vraiment au-dessus du col utérin et donc que bah, la pression de sa tête, s'il est déjà tête en bas, facilite la dilatation du col de manière tout à fait physiologique. Entre les contractions, donc là je vous ai mis quelques petits photos aussi. Donc ça, c'est une posture qu'on avait vue aussi pour les contractions, mais entre les contractions, euh, en fait, vous voyez, pendant les contractions, vous êtes comme ça et en fait, vous pouvez euh, très bien rester dans cette position-là entre les contractions, mais juste vous relâcher un petit peu plus. Là, on voit une petite traction. Cette traction-là, elle serait super intéressante. C'est-à-dire que là, mon mari, pour la photo, tirait un peu et moi, je me suspendais. Mais en fait, entre les contractions, vous pourriez tout simplement vous relâcher sur le ballon, en fait, hein. Et entre les contractions aussi, vous pouvez marcher, monter, descendre les escaliers. Donc voilà pour ce qui est de la gravité. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'était un peu plus peut-être technique. J'ai essayé d'imager au maximum. Le quatrième allié du jour J, c'est le mouvement. Essayez de bouger le plus possible. Donc j'ai mis mouvement dynamique et symétrique. Être mobile pendant l'accouchement, ça va vous permettre d'avoir un accouchement le plus physiologique possible. Alors j'ai une petite animation qui a disparu, c'est pas grave. Le fait de bouger, eh ben, ça va favoriser la dilatation du col et ça va aussi aider votre bébé à s'engager au mieux. Donc, il est essentiel de bouger et de rester proactive durant la phase de travail. Alors, les données actuelles, les données scientifiques actuelles montrent que la mobilité, donc le fait de bouger, le fait d'être le plus vertical possible, donc d'utiliser la gravité et de changer régulièrement de position, c'est associé à moins d'interventions médicales, un travail plus efficace et un meilleur confort maternel. Donc, c'est pas à négliger du tout ce meilleur confort maternel, même si bien évidemment on peut pas, c'est pas, on peut pas promettre et c'est pas ça va pas garantir un accouchement plus rapide. Mais en tout cas, les études montrent que le confort de la maman, le vécu de l'accouchement est meilleur quand la maman est en mesure de bouger, d'utiliser la gravité et qu'elle est libre de changer de position quand elle en ressent le besoin et l'envie. Dans l'idéal, favoriser les postures asymétriques.
Donc, dans les postures asymétriques, on pense à la montée, la descente des escaliers. Parce que quand vous montez, vous descendez les escaliers, vous montez une jambe, puis ensuite vous montez l'autre. Donc, en fait, au niveau de votre bassin, il y a un mouvement asymétrique. Ça va faire ça. Pourquoi le mouvement asymétrique est important? Je vous ai mis vous allez vous dire, mais pourquoi Alexia m'a mis un gâteau avec son moule? Parce que gardez toujours en tête, je vous ai pris un moule ici en silicone, quand vous allez démouler votre gâteau, c'est assez, excusez-moi, c'est assez rare que du premier coup, une fois que votre gâteau est cuit, vous retournez et tout se démoule. Souvent, vous allez avoir besoin de faire des petits mouvements asymétriques du moule pour que le gâteau puisse sortir. Et ben, votre bébé, alors c'est une image un petit peu grossière, mais c'est un petit peu ça, a aussi besoin de mouvements. Donc, il y a un besoin que le contenant, qui n'est pas un moule, qui est votre bassin et votre utérus, donc là, il n'y a que le bassin, mais il faut imaginer que vous avez votre utérus, et ben, ça a besoin de bouger pour aider votre bébé à progresser. Donc, monter et descendre les escaliers. Enfin, vous pouvez le faire de face, vous pouvez le faire sur le côté, donc en descendant les escaliers en canard, vous voyez, vous mettez vraiment sur le côté, vous montez, vous descendez les escaliers. Pareil, ça va engendrer des mouvements asymétriques. La marche, piétiner sur une galette, si vous en avez une, vous pouvez l'emmener. C'est assez rare qu'à la maternité, ils en ont ce type de galette. Vous la mettez par terre et vous marchez dessus. Si vous pouvez pas sortir, par exemple, si vous êtes scopé, donc si vous avez des fils qui vous empêchent de sortir de la pièce et d'aller dans les escaliers communs, par exemple, vous pouvez mettre ça par terre, comme ça vous restez dans votre chambre, vous restez même à côté de votre lit si besoin, et vous marchez dessus, vous piétinez, et ça va faire des mouvements asymétriques. Et si vous ne pouvez pas être debout, eh ben, vous pouvez vous asseoir dessus aussi, et donc vous allez avoir votre bassin qui va bouger de manière continue et asymétrique. Vous pouvez très bien, donc soit sur la galette, soit sur les genoux de votre partenaire, soit sur un gros ballon, faire des cercles en 8 de votre bassin. Vous pouvez le faire aussi debout. Donc voilà, je vous ai mis différentes positions, assise, debout, sur la jambe de votre partenaire. Donc là, en fait, votre partenaire est en fente, voilà, et vous êtes assis dessus. Et donc, vous pouvez faire des petits mouvements, ou même lui peut très bien vous faire faire des petits mouvements de bassin. Et là, je vous l'ai mis, mais je vous l'ai déjà suffisamment répété sur les postures précédentes. En fait, la pression externe sur le périnée, donc le fait d'avoir dans ces postures, donc d'être assis par exemple sur un ballon ou d'être assis sur les genoux de son partenaire, d'avoir une pression ici externe au niveau du périnée, et ben c'est très agréable pendant la phase de dilatation du col, donc pendant la phase de travail. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. Choisissez une posture qui vous fait du bien à l'instant T et essayez dans la mesure du possible de varier les positions toutes les 20 minutes. Encore une fois, ne soyez pas vous le gardien du temps, mais ça peut être votre partenaire qui voilà, vous dit, bah là, voilà, ça fait quand même 20 minutes que tu es assise. Est-ce que tu voudrais pas qu'on aille marcher un peu, qu'on monte les escaliers, qu'on se mette debout? Voilà. Une position ne fait du bien qu'à un moment donné. Au moment de la naissance, vraiment gardez en tête que c'est pas parce que vous êtes bien dans cette position que vous allez continuer à être bien jusqu'à la naissance de votre bébé. Vous n'avez absolument aucune obligation de choisir une seule et même posture et d'y rester surtout. Restez vraiment à l'écoute de votre corps. Il sait quelle position il lui faut. L'accouchement réveille en nous l'animal que nous sommes, ne l'oublions pas. Donc n'ayez pas de honte, pas de jugement. Ici, je vous ai mis une femelle éléphant qui est en train d'accoucher. Et donc, il n'y a pas le bruit, mais elle se met dans une position très particulière dans laquelle on n'a pas l'habitude de voir un éléphant. Et c'est une vidéo à l'origine, donc elle fait un bruit assez animal, assez rauque. Mais en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Donc, n'ayez aucune honte. Si vous avez envie de vous mettre dans des positions qui peuvent vous paraître bizarres, mais il n'y aura absolument aucun jugement. Euh, et pareil, vous pouvez avoir envie le jour J de faire des sons, des ohms, des choses comme ça. Et c'est tout à fait normal. Ça aide énormément à l'accouchement. Et c'est très naturel, en fait, hein. Donc voilà, si le jour J, vous avez envie de vous mettre dans une position où vous dites, oh là là, si on me voit comme ça, on va me trouver bizarre, gardez en tête cette éléphante qui, elle, en pleine savane, il n'y a personne autour d'elle, qui est en train d'accoucher et qui, à mon avis, ne se pose absolument pas la question de jugement.
Par rapport à la modification des positions, j'avais envie de vous expliquer quelque chose. Alors, pareil, j'ai pas toutes mes animations, c'est pas grave. Votre bébé progresse, il va passer, donc ici, normalement, il y avait marqué utérus, qui est un contenant mou. Donc au départ, votre bébé est dans votre utérus, donc c'est un contenant mou. Il faut imaginer que c'est voilà, c'est quelque chose d'assez souple. Et l'utérus va se contracter pour permettre au col de se dilater. Donc ça, c'est toute la phase de travail. Et ensuite, votre bébé rentre dans une partie dure. Une partie dure avec un contenant, pardon, dur qui est votre bassin. Et il va devoir progresser dans ce contenant dur. Donc en fait, il va déformer, il va passer, pardon, d'un contenant mou, votre utérus, à un contenant dur. Et tout ça va devoir se déformer euh, et ça va se déformer pour que votre bébé puisse se frayer son chemin. Et donc, c'est tout à fait normal que vos mouvements varient au cours de l'accouchement parce que votre bébé va changer d'environnement et que votre bassin lui-même va se modifier au fil de votre accouchement. Donc, là, les positions que vous allez avoir quand vous allez être en phase de travail vont pas être les mêmes positions dans lesquelles vous allez avoir envie de vous mettre quand vous êtes en phase d'expulsion parce que votre bébé n'est pas du tout au même endroit dans votre corps donc vraiment, au fil de l'accouchement, ça varie. Et la position doit changer en fonction de ces phases. Donc là, on était toujours sur le quatrième, le quatrième allié qui est le mouvement. Et donc par rapport à ce que je vous ai dit, je vous ai récapitulé un petit peu tout ça lors du travail, donc jusqu'à la dilatation complète. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est qu'il faut bouger le plus possible. Bouger, donc encore une fois, les postures asymétriques, il faut marcher, monter, descendre les escaliers, piétiner sur une petite galette comme je vous ai montré, faire un maximum de cercles sur les ballons, voilà, bouger au maximum. Quand vous êtes en phase d'engagement, donc c'est-à-dire que votre bébé, donc la phase de travail a eu lieu, votre utérus a fait tout son job, le col s'est dilaté, et là, votre bébé commence vraiment à s'engager dans votre bassin. D'accord? Donc, il passe de ce contenant mou à un contenant qui va être dur. Quand votre bébé est au tout début de la phase d'engagement, il arrive en gros dans cette partie-là, dans cette partie-là de votre bassin, donc ce qu'on appelle le détroit supérieur, peu importe, c'est la partie haute de votre bassin. Votre bébé, il arrive là, il va devoir s'engager. Il va falloir que votre bassin s'ouvre au maximum pour que votre bébé puisse arriver dans ce premier espace d'accueil. Il va falloir qu'il votre bassin s'ouvre. Donc, votre bébé, je vous ai montré ici, j'ai un tout petit bassin. Votre bébé arrive ici. Il arrive ici, là, dans cette partie-là. Et pour que sa tête puisse s'engager, donc oups, pardon, c'est cette partie haute-là qui doit s'ouvrir. Donc, dans cette phase-là, on va privilégier toutes les positions type grenouille. Donc, les hanches vont être fléchies, c'est-à-dire que vous allez avoir les genoux un petit peu remonter et vous allez avoir vraiment, vous allez sentir dans votre bassin que votre envie, ça va être à l'ouverture. Vous allez avoir envie d'ouvrir vos genoux pour vous mettre justement dans une position grenouille. C'est tout à fait normal puisque votre bébé est arrivé ici et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de lui faire de la place. Ah, j'ai plus mes images. Attendez. Donc sur cette phase-là, vous allez avoir très envie de vous suspendre et d'écarter les genoux. Si vous êtes sur le dos, bah, ouais, vous allez avoir envie d'être dans l'ouverture. Si vous êtes à quatre pattes, pareil, vous allez avoir envie d'avoir vraiment les genoux écartés. Et ensuite, vous allez avoir la phase. Donc votre bébé s'est engagé ici. Votre bébé s'est engagé dans votre bassin. Et ensuite, il passe dans une autre partie de votre bassin qui est la partie basse, qui est ici. Et là, ça va donner lieu à une autre phase, la phase de dégagement de votre bébé et d'expulsion.
Et là, maintenant, ce que votre corps va avoir envie de faire, c'est de lui laisser la place à votre bébé. Donc, on n'a plus besoin d'ouvrir en haut puisque le bébé, il a progressé, il arrive dans la partie basse. Ce qu'on va avoir envie de faire maintenant, c'est d'ouvrir la partie basse. Donc, quand votre bébé arrive, vous ouvrez la partie haute, la partie basse est fermée. Ça accueille votre bébé est là. Ensuite, il va avoir envie de continuer à progresser. Et donc, dans cette phase de dégagement, la partie haute qui était ouverte va se refermer et la partie basse qui était fermée va s'ouvrir pour laisser passer votre bébé. Et donc là, ça va pas du tout être le même type de posture dont vous allez avoir envie et dont votre corps va avoir besoin. On va plus être dans des postures grenouille, on va dire. On va être plutôt dans des postures type chasse-neige. Donc, les hanches vont toujours être fléchies, mais là, vous allez avoir envie de rapprocher les genoux l'un de l'autre. Donc, je vous ai mis les petites photos. Donc, si vous êtes en position quatre pattes, ça va être ce type de posture-là. Si vous êtes sur le côté, ça va être ce type de posture-là, où vous allez vraiment avoir l'ouverture, en fait, du détroit inférieur, donc vraiment ici. Vous voyez, si vous êtes sur le côté, en fait, vous allez avoir envie vraiment de faire une rotation de hanche. Je ne sais pas si c'est très visuel, mais... ou si vous êtes sur le dos, vous allez avoir envie d'être plutôt comme ça. Alors que dans la phase d'avant, vous auriez plutôt envie de rapprocher vos pieds et d'écarter vos genoux. Vous voyez, plutôt position grenouille. Et là, vous allez avoir envie de faire l'inverse. Donc, s'il y a une chose à retenir en fonction des phases du travail, pendant le travail, bougez plus, plus, plus. Marcher, danser si vous aimez ça, monter les escaliers, voilà, toutes les positions que je vous ai montrées, mais il faut bouger au maximum. Quand votre bébé s'engage, donc arrive dans la partie supérieure de votre bassin, on ouvre cette partie-là. Et donc là, on va avoir vraiment toutes les postures type grenouille. Et quand votre bébé naît, donc quand il va se dégager de cette partie basse, bah, vous allez l'accompagner au mieux en ouvrant cette partie basse. Et donc là, c'est plutôt les positions chasse-neige. Voilà pour les mouvements. Le cinquième allié, c'est votre respiration. La respiration, elle a trois fonctions principales. Une fonction mécanique. En fait, en respirant et surtout en soufflant le jour J, vous allez contracter votre sangle abdominale profonde qui va aider votre bébé, ce qui va aider votre bébé à sortir. Il y a une action chimique parce que en respirant bien et profondément, vous allez apporter de l'oxygène aux muscles qui travaillent, et il y en a un qui travaille particulièrement le jour J, c'est votre utérus. Donc en respirant bien, bah, vous allez lui rapporter un maximum d'oxygène, donc il va pouvoir travailler encore mieux. Et la troisième fonction de la respiration, c'est pour ça que souvent on invite les femmes plus à bien respirer pendant l'accouchement pour cette action mécanique chimique, mais aussi ça permet à la femme de rester concentrée sur quelque chose, donc qui est son souffle. Donc, concentrez-vous surtout le jour J à souffler plus qu'à inspirer, même si bah, l'un ne va pas sans l'autre. Hein, bien sûr, pour faire sortir de l'air, il faut bien que ça soit rentré à un moment. Donc, vous inspirez, mais vous essayez de souffler le plus possible. Et gardez le dos le plus étiré possible. Comme je vous disais tout à l'heure sur les postures, le fait d'être en suspension, d'être dos étiré, en fait, au niveau physiologique et au niveau anatomique, ça permet une expiration beaucoup plus profonde. Donc la respiration profonde, ça va vous aider à vous détendre, à vous relaxer. Euh, Tant que vous pouvez, vous respirez par le ventre. Donc vous inspirez par le nez, bien évidemment. Et ensuite, vous soufflez par la bouche et vous essayez vraiment de sentir votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Voilà, essayez de garder le dos le plus étiré possible. Euh, donc ça, on va passer. Et le jour J, la bouche, les cuisses et les fesses sont relâchées au maximum. Une seule contraction à la fois. Effectivement, le jour J, votre utérus donc, va beaucoup travailler et c'est lui qui doit se contracter le plus. Donc voilà, arriver à, quand vous inspirez, quand vous expirez, que ce soit le plus naturel possible et que ça ne vous demande pas vraiment une concentration.
très importante et une contraction, par exemple, de votre bouche pour souffler ou de votre ventre. Et le dernier, donc on en a déjà un petit peu parlé, mais je voulais quand même lui donner la place qu'il mérite. Ce sont les bercements. Le fait d'être bercé, ça libère des endorphines. C'est pas pour rien qu'on berce les bébés pour les aider à s'endormir. Nous, adultes, malheureusement, on perd ça. Mais le jour où on est un peu moins bien, d'être dans les bras de quelqu'un qu'on aime et de se sentir bercé, en fait, ça libère beaucoup d'hormones du bien-être. Donc, d'être bercé le jour J, ça va vraiment vous aider à sécréter ces endorphines. Ça va réduire votre stress, votre anxiété. Ça va favoriser, comme quand vous étiez tout bébé, votre endormissement. Et souvenez-vous que la naissance, c'est un état, donner naissance, c'est vraiment comme se plonger dans le sommeil. Donc en fait, d'être bercé, ça aide beaucoup. Et c'est pour ça que je vous ai parlé quand je vous ai montré les postures avec votre partenaire sur la phase plutôt entre les contractions. Le fait qu'il vous berce, vous allez voir, ça va vraiment être très agréable pour vous. Et là, je vous ai mis quelques postures, je vous ai remis les postures qu'on a vues avant, mais pour vous parler un petit peu plus du bercement. En fait, dans toutes ces postures, vous pouvez être bercé. Votre partenaire peut vous faire des petits mouvements de bercement, peut vous faire des petits mouvements aussi de rebond sur le ballon. Ou sur cette posture-là, par exemple, c'est lui qui peut très bien se bercer, puisqu'il est sur le ballon. Il peut, lui, faire un petit mouvement, se bercer lui, et comme vous êtes accroché à son cou, naturellement, vous allez être bercé de manière complètement passive. Euh, donc, ça va être très agréable. Et puis, vous allez libérer les endorphines. Ici, bah, c'est d'autres postures. Donc, voilà. Donc là, bah, la maman se relâche sur le ballon. Ah oui, je vous avais pas montré cette posture-là. C'est un peu plus technique, mais en fait, une fois que vous êtes assis sur le ballon, votre partenaire se met derrière vous et vous venez vous allonger sur lui. Euh, voilà. Et donc comme ça, au moment des contractions, vous pouvez très bien vous relever, par exemple, et vous mettre contre le mur. Imaginons il y a un mur ici. Toc. Et en phase entre les contractions, au contraire, vous allez vous mettre sur lui et lui, il vous berce. Donc, il y a vraiment un cercle vertueux avec les bercements. En fait, plus vous allez être bercé, plus ça va vous relâcher, plus vous allez libérer de l'endorphine, plus vous allez vous sentir bien. Plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez sécréter de l'ocytocine. Et l'ocytocine va aider à la naissance. Et voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, le jour J, en conclusion, le jour J, votre objectif n'est pas du tout d'être parfaite. Vous pouvez oublier tout ce que je vous ai dit. Oubliez tous les exercices, oubliez toutes les respirations, changez de projet, demandez une péridurale si vous n'en vouliez pas. Euh, voilà, vous pouvez avoir besoin d'aide alors que vous pensiez qu'il n'y en aurait pas besoin. Mais s'il y a une chose que vous devez absolument retenir, c'est que votre corps n'attend pas que vous réussissiez votre accouchement. Il sait déjà donner naissance. Soyez à son écoute et vous verrez que tout se passera très, très bien. Merci pour votre attention. Je vérifie. J'ai fini les slides et j'ai vu qu'il y avait des questions. Merci beaucoup, Alexia. J'ai un petit peu dépassé le timing. Soline qui nous disait qu'elle devait quitter la vidéo. Merci pour toutes ces explications. Belle journée à toi aussi. Et Anaïs, tu avais mis un petit mot. Ok. Est-ce que vous avez des questions? C'était assez dense, je me rends compte. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez qu'on voit ensemble, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Est-ce que c'était des notions que vous aviez? Est-ce que donc vous étiez quand même certaines à avoir déjà pensé et ou écrit votre projet de naissance? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez déjà notées, que vous aviez déjà en tête? Ou est-ce que c'était complètement nouveau pour vous? Voilà, faites-nous un max de retours, ça nous aide beaucoup à construire la suite. Puis on a encore quelques minutes, donc si vous voulez, si vous avez une question sur un cas particulier, je suis là. Ok, pas nouveau, en phase avec ce que tu as vu. C'est parfait. Et c'est bien des fois de réentendre les choses
dites différemment par des personnes différentes. On n'utilise peut-être pas tout le même langage et peut-être qu'il y a des choses qu'on t'a dit que tu n'avais pas forcément intégrées. Puis là, en les entendant, tu dis, ah oui, ok, je comprends un peu mieux, ou l'inverse d'ailleurs. Juste si vous avez pris des notes, je vous récapitule rapidement les six alliés, votre état d'esprit le jour J et votre confiance, la bulle de bonheur, la bulle d'amour, la gravité, le mouvement, dans l'idéal le plus asymétrique possible en phase de travail, votre respiration et dernier, les bercements. Comme je vous l'ai dit en début de la présentation, il n'y a rien à acheter. En fait, c'est des choses gratuites. C'est juste que il y a des choses voilà, qui peuvent s'anticiper, mais ça ne nécessite pas des investissements considérables. Ok. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va Finalisé, exactement. Merci, arrêter là. merci pour la présentation, merci pour votre présence. Demain, on se retrouve avec Marion pour parler du couple, donc de la sexualité, de la communication, de la charge mentale et aussi la place du coparent. Donc, si vous voulez venir avec le coparent, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Et vendredi, on parlera de l'alimentation aussi de la femme enceinte. Voilà, Super. merci beaucoup. Et bah très belle journée à toutes.